Dans l'introduction générale de ce module, nous avons parlé de deux aspects liés à la calculabilité des fonctions. Donc, nous avons vu la récursivité et nous avons vu la machine de Turing. Donc, dans ce chapitre-là, nous allons étudier les fonctions récursives. Et donc, si on arrive à démontrer qu'une fonction est récursive, c'est équivalent à dire que cette fonction est calculable. Alors, dans le cadre de ce chapitre-là, nous allons nous intéresser aux fonctions définies dans MP vers N, donc sur les entiers naturels. Donc, le P là représente l'arité de la fonction. Si P est égal à 1, donc nous avons la fonction f a un seul argument et on dira qu'elle est monaire. Si le nombre d'arguments est égal à 2, elle est binaire et ainsi de suite jusqu'à n. Donc, la fonction est dite NR. Alors, nous allons voir maintenant la notation utilisée. Comme les fonctions récursives sont issues du lambda calcul, nous allons garder la notation en utilisant la notation du lambda calcul. Donc, la fonction est définie comme suit. Si on prend un exemple de la fonction plus, la somme arithmétique, elle sera notée comme suit. Plus égale lambda suivi de la liste des arguments. Donc, ici, c'est x, y, point, et on met après, juste après, le corps de la fonction. Donc, x et y sont les variables, et x plus y est appelé le corps de la fonction. Donc là, la problématique traitée dans ce chapitre-là est la suivante. Étant donné une fonction f quelconque de MP vers n, f est-elle calculable? Donc, pour répondre à cette question, il suffit de vérifier certains critères et donc de démontrer que cette fonction-là est récursive. Donc, on aurait pu faire le même procédé avec la machine de Turing. Il suffit d'associer une machine de Turing à une fonction pour dire qu'elle est calculable. Ici, il suffit de démontrer que cette fonction-là est primitive récursive ou récursive. On verra tout ça en détail par la suite. Donc, pour cela, on a besoin des éléments de démonstration. Premièrement, nous avons besoin de fonctions de base. Alors, la particularité de ces fonctions qui sont au nombre de 3, la fonction 0, la fonction successeur et la fonction projection, ce qu'elles ont de particulier, c'est que ces fonctions-là sont déjà considérées calculables. Donc, pas besoin de faire la démonstration, c'est notre hypothèse. Et donc, à partir de là, on va essayer de les réutiliser tout au long de nos démonstrations pour donc arriver à démontrer la calculabilité d'autres fonctions. Donc ça, ce sont des briques de base qu'on utilisera pratiquement dans toutes les démonstrations. Par la suite, on a besoin de règles de construction. Alors, ces règles-là vont nous aider à construire ou à faire les étapes nécessaires pour la démonstration. Donc, en tout, nous avons 3 règles. La règle de composition, la règle de récursion et la règle de minimisation. Donc, on verra en détail tous ces éléments-là. Donc, on commence par les fonctions de base. Donc, on va définir les 3 fonctions de base. Donc, vous avez premièrement la fonction nulle, z. Alors, l'arité de z, c'est 0. Donc, z, elle va de n0 jusqu'à n. Elle n'a pas, c'est-à-dire que si on dit que ça va de n0 vers n, ça veut dire que cette fonction-là n'a pas d'argument. Donc, c'est une constante. Z s'écrit comme lambda.0. Donc, le corps de la fonction, c'est toujours 0. Donc, cette fonction, c'est une fonction de base, elle est calculable. Ensuite, nous avons la fonction successeur. La fonction successeur, c'est une fonction d'arité 1. Donc, elle est définie de n vers n. À x, elle lui associe x plus 1. Donc, si je prends donc le corps de la fonction s'écrit comme s égale lambda x.x1. Donc, successeur de 0, c'est 1, successeur de 1, c'est 2, etc. La fonction projection. Alors, la fonction projection, c'est une fonction d'arité n. Elle va de n jusqu'à n. Elle s'écrit comme étant PIN. Donc, PIN égale lambda x1, x2, xn, point xi.
Si je regarde cette notation, je comprends que cette fonction est NR, c'est-à-dire elle a N arguments. Nous avons x1, x2, xn, ce sont les arguments de la fonction et le corps de la fonction, c'est xi. Alors, que fait cette fonction-là? Alors, d'après la définition, elle prend un élément parmi la liste des arguments et elle nous le donne comme étant le corps de la fonction. Elle projette. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle projette sur un des arguments. Donc, c'est défini ici. Quand je dis PIN, c'est-à-dire je vais prendre le ième argument parmi n et je vais le donner comme résultat dans le corps de la fonction. Donc, un exemple, si j'écris par exemple P12 de xy, c'est égal à x. Pourquoi? Parce que x, c'est le premier élément parmi les deux éléments qui sont x, y. P22, ça sera bien évidemment y, parce que c'est le deuxième élément parmi ces deux éléments-là. Si je prends trois arguments et que je mette 1, 3, ça sera le premier argument qui est ici, x. Donc, un cas particulier de la projection, c'est la projection, c'est la fonction identité. Donc, si je prends un seul argument et que je projette P11, lambda x.x, c'est-à-dire P de x est égal x, et ça, c'est la fonction identité. Je rappelle que la fonction projection est calculable par définition. Ensuite, nous allons passer aux règles de construction. Donc, vous avez trois règles de construction, la règle de composition, la récursion et la minimisation. On commence par la règle de composition. Quel est l'énoncé de cette règle? Donc, je commence par la composition généralisée. Alors, dans cette règle-là, on considère une fonction f d'arité n. Et donc, je rappelle toujours par convention, si on écrit dans une règle f, si j'utilise l'identificateur f, c'est pour désigner la fonction qu'on veut, bien sûr, démontrer qu'elle est calculable. Donc, f, ici, c'est une fonction d'arité n, h, une fonction d'arité m, et g1, g2, gm, m, fonction d'arité n. Alors, on va écrire la composition généralisée comme suit. F de x1, x2, xn égale à h rond g1 de x1, xn, g2 de x1, xn jusqu'à gm. Rappelez-vous que h plutôt est une fonction d'arité m. Et donc, la liste des arguments de h, ce sont g1, g2 jusqu'à gm. Alors, comme pour la règle de composition, je dois respecter les arités. Donc, si j'écris une composition, il faudrait que l'expression de composition soit écrite en fonction du même nombre d'arguments et dans le même ordre. C'est-à-dire que si j'écris ici f de x1, x2, xn, il faudrait que je retrouve ici quelque chose en fonction de x1, xn. Et donc là, cette expression qui est h rang g1, g2, gm, c'est une composition généralisée de la fonction f. Et donc, je rappelle, je veux montrer que f est calculable. Je peux la construire à l'aide de la règle de composition. Donc, on verra par la suite comment utiliser ces règles-là pour justement faire la démonstration par la suite. Alors, ici, on est dans le cas de la composition généralisée. Maintenant, si je prends une seule fonction g, je pourrais tomber dans la composition simple. Donc, je prends f d'arité n, h d'arité 1 et g d'arité n. Donc, si je peux écrire f de x1, xn sous forme d'une composition h rangée de x1 et xn, je vais dire que f est construite par composition de h et g. Ceci étant pour la règle de composition, maintenant on passe à la règle de récursion. Alors, la règle de récursion, elle est composée de deux parties. D'abord, l'énoncé de la règle est comme suit. Donc, vous avez votre fonction f à démontrer qui est d'arité n plus 1. Donc, nous avons avant cela une fonction g d'arité n et une fonction h d'arité n plus 2. Alors, la première partie de la règle, elle dit que
f de x1, x2, xn, virgule 0 doit être égal à g de x1, xn. Et f de x1, comme là, le f est la fonction d'arrêté n plus 1, donc je vais écrire les arguments jusqu'à n et je remplace l'argument numéro n plus 1 par y plus 1. Donc dans ce cas-là, f de x1 jusqu'à y plus 1 doit être égal à h de x1, xn, virgule f de x1, xn, y, virgule y. Donc, souvenez-vous, h est une fonction d'arrêté n plus 2. Donc, de x1 jusqu'à xn, nous avons n arguments. F de x1, x2 jusqu'à y, c'est le n plus nème argument. Et y, c'est le n plus deuxième argument. Donc, on va dire dans ce cas-là que f est construite par récursion à g et h. Et on verra l'application de cette règle par la suite dans nos démonstrations. Alors, je prends des cas particuliers. Si je prends n est égal à 1, j'aurai g d'arrêté 1, f d'arrêté 2 et h d'arrêté 3. Dans ce cas-là, comment écrire la règle? Elle s'écrit comme suit. F de x0 est égal à g de x. Et f de x, y plus 1 est égal à h de x, f de xy, y. Donc ici, f est une fonction d'arrêté 2. Si je prends maintenant n une fonction d'arrêté 0, dans ce cas-là, plutôt si je prends l'arrêté n égale à 0, g sera d'arrêté 0, f d'arrêté 1 et h arrêté 2. Dans ce cas-là, comme f elle a un seul argument, je vais remplacer directement son argument par 0 pour reproduire la première partie de la règle. Donc là, j'obtiendrai une constante, parce que là, la fonction g est d'arrêté 0. Et nous avons aussi f de y plus 1, comme f est une fonction monaire, elle a un seul argument, donc je remplace directement, j'obtiens f de y plus 1 est égal à h de fy, y. Donc voici cette règle-là avec les cas particuliers. Et là, toujours, on regarde l'arrêté de la fonction f. C'est l'arrêté de f qui va définir l'arrêté de g et l'arrêté de h. Donc on vous donne une fonction d'arrêté 2 par exemple, on vous demande de montrer qu'elle est calculable. Pour utiliser cette règle, je dois trouver une fonction g d'arrêté 1 et une fonction h d'arrêté 3. Si on prend une fonction f d'arrêté 3, je dois trouver une fonction g d'arrêté 2 et h arrêté 4 et ainsi de suite. La troisième règle, c'est la règle de minimisation. Alors, l'énoncé de cette règle est comme suit. Vous avez g une fonction d'arrêté n plus 1. Alors, on l'écrit en utilisant la notation du lambda calcul. Donc, g égale lambda x1, xn, y, point g de x1, xn, virgule y, tel que pour tout x1, xn appartenant à nn, il existe au moins un y tel que g de x1, y est égal à 0. Ça, c'est on parle de la fonction g. Jusqu'ici, on n'a pas encore parlé de la fonction f. Et c'est toujours f qu'on doit étudier. Donc ici, soit f une fonction d'arrêté n, ou f de x1, xn est le plus petit entier y tel que g de x1, xn, y égale à 0. C'est-à-dire, pour résumer, j'ai la fonction g. Ici, j'arrive à placer la fonction f comme dernier argument de g, tel que g de x1, xn, f de x1, xn me donne 0. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que f est construite par minimisation à partir de g. Donc, je dois disposer d'abord de la fonction g. Je dois pouvoir placer f dans g de telle sorte que g de x1, f de x1, xn égale à 0. Maintenant, si cette fonction g est calculable, on va dire que f est construite par minimisation à partir de g. Voilà. Maintenant, on arrive à la définition des fonctions primitives récursives et récursives. Alors, on va dire qu'une fonction est dite primitive récursive si elle est soit une fonction de base,
soit une fonction construite à partir d'autres fonctions primitives récursives au moyen des règles de composition et ou de récursion. Et voilà, on arrive à l'utilisation de ces règles-là. Donc, l'idée, c'est de faire quoi? C'est de prendre notre fonction et d'utiliser, de la construire en utilisant la règle de composition ou de récursion. Donc, si j'arrive à écrire ma fonction f en fonction d'autres fonctions primitives récursives, en l'occurrence les fonctions de base ou autres fonctions que je montrerai par la suite. Là, je vais dire que, donc si j'arrive à faire cette construction, je peux dire que cette fonction est primitive récursive. Et toute fonction primitive récursive est calculable. Alors maintenant, pour les fonctions récursives, vous avez une fonction est dite récursive si elle est soit une fonction de base, soit une fonction construite à partir d'autres fonctions récursives au moyen des règles de composition, de récursion ou de minimisation. Donc voilà. Donc l'ensemble des fonctions primitives récursives est inclus dans l'ensemble des fonctions récursives. Donc toute fonction primitive récursive est récursive, mais l'inverse, la réciproque, n'est pas vrai. Maintenant, si on veut montrer qu'une fonction est récursive et qu'elle n'est pas primitive récursive, cette démonstration fait forcément appel à la règle de minimisation. Voilà pour ce qui est des remarques. On passe maintenant aux exemples pratiques à travers lesquels vous allez voir comment appliquer les règles de construction vues précédemment, qui sont la récursion, la composition et la minimisation. Et bien sûr, vous allez apprendre la démarche à suivre pour faire votre démonstration de la récursivité d'une fonction. Donc, exemple 1, montrez que la fonction z1 d'arité 1, z1 égale lambda n point 0 est primitive récursive. Donc, cette fonction-là, elle nous rappelle la fonction z, mais cette fois-ci, la différence entre les deux réside dans la l'arité. Donc, la fonction de base z, elle avait comme corps 0, mais elle n'avait pas d'argument, c'est-à-dire elle est définie de n0 vers n. Mais cette fonction z1, c'est une fonction qui donne 0 aussi, c'est la fonction nulle, mais cette fois-ci, elle a un argument. Donc, la solution, on va procéder comme suit. Donc, on va appliquer la règle de récursion. Et là, on va voir comment appliquer la règle de récursion dans le cas de la fonction z1. Alors, z1 joue le rôle de la fonction f de tout à l'heure, de la règle de récursion. Donc, pour la règle de récursion, donc si f elle a l'arité n plus 1, g d'arité n et h d'arité n plus 2. Donc ici, l'arité de g doit être égale à 0 et l'arité de h doit être égale à 2. La première partie de la règle s'écrit comme suit. z1 de 0 doit être égal à une constante. Et z1 de y plus 1 doit être égal à h de z1 de y. Donc ça, c'était le cas particulier de la règle de récursion quand n est égal à 0. Maintenant, que doit-on faire? Donc on va remplacer dans l'expression de z1 et on va voir dans les deux parties de la règle ce que ça va nous donner comme expression. Et à partir de là, on va essayer de soit simplifier, soit développer pour obtenir quelque chose qui nous donne l'expression de h et l'expression de g, telle que g et h doivent être primitives récursives. Alors, z1 de 0, comme la fonction z1 c'est la fonction nulle, elle donne tout le temps 0. Et donc, si c'est 0, je pourrais dire que ce 0-là représente la fonction z. Z qui est la fonction d'arité 0, la fonction de base d'arité 0. Donc, ici, j'ai réglé le problème pour la première partie de la règle. Donc, g doit être équivalente à z. Et comme z est une fonction de base, z est primitive récursive. Deuxième partie de la règle, z de y plus 1. Comme z1 de y plus 1 est égal à 0, je pourrais dire que c'est z1 de y. Et donc, du moment que j'ai pu obtenir une partie de l'expression de h qui est z1 de y, donc je pourrais dire que
Donc, je pourrais introduire la projection pour dire que Z1 de Y n'est rien d'autre que P1 de Z1 de Y, Y. Et avec ça, regardez, ici, on a pu avoir la même expression qui est dans la règle, dans la définition de la règle. Donc, on a pu écrire Z1 de Y plus 1 en fonction de Z1 de Y et Y. Et avec ça, que va-t-on dire comme conclusion? On va dire que G est égal à Z, qui est une fonction d'arité 0. Donc, j'ai respecté la règle de récursion. En haut, G devait être d'arité 0. Donc, c'est le cas. Et elle est primitive récursive car c'est une fonction de base. Donc, H est égal à P12 qui est d'arité 2 et qui est primitive récursive car c'est une fonction de base qui est la projection. Donc, conclusion, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que Z1 est primitive récursive par récursion à G et H. Un deuxième exemple. Donc, montrer que la fonction plus d'arité 2 définie par plus égale lambda xy point x plus y est primitive récursive. Donc, on va procéder comme tout à l'heure. Donc, on va prendre la règle de récursion. On va l'écrire pour le cas de la fonction plus. Donc, l'arité de plus est égale à 2. L'arité de G doit être égale à 1 et l'arité de H doit être égale à 3. Maintenant, la première partie de la règle, c'est plus x0 doit être égal à G de x. Donc, on doit trouver une fonction G d'arité 1 telle que plus de x0 doit être égal à G et que cette fonction soit primitive récursive. Donc, plus de x, y plus 1 doit être égal à h de x plus xy, y. Appliquant la règle, pour la première partie, plus de x0 est égal à x plus 0 est égal à x. Maintenant, comment interpréter ce x-là pour qu'il soit transformé en une fonction d'arité 1 et qu'il soit primitive récursive? Comme tout à l'heure, nous avons défini les fonctions de base. Le cas particulier de la fonction projection, quand je projette un élément, P11, je tombe sur x. Et là, c'est la fonction projection, c'est l'identité. C'est une fonction primitive récursive et qui a l'arité 1. Donc, c'est réglé pour la première partie de la règle. Donc, la deuxième partie de la règle. Plus de x, y plus 1 est égal à x plus y plus 1. Et donc, ici, on a une partie qui est le plus de x, y. Donc, ici, c'est le plus de x, y plus 1. Et si je vois quelque chose plus 1, je fais systématiquement appel ou je pense directement à la fonction successeur. Donc, ici, plus de x, y plus 1 est égal à successeur de plus, x, y. Et là, c'est bien sûr, le travail n'est pas fini parce que je dois trouver une expression de la forme h de x plus xy, y. Et là, on a uniquement plus xy. Donc, on a uniquement on a une expression partielle. Pour compléter les éléments qui nous manquent, il suffit de faire appel à la projection. Et c'est principalement ça le rôle de la fonction projection. Elle vous permet de réarranger l'écriture des expressions en introduisant d'autres arguments. Ici, je vais rajouter le x et je vais rajouter le y pour avoir l'expression complète de h. Donc ici, c'est plus de xy, c'est p de 3 de x plus xy, y. Et donc, h est égal à successeur rang p de 3. Cette fonction est une composition de fonctions de base qui sont le successeur et la projection. C'est une fonction d'arité 3, donc elle respecte la règle de récursion. Et donc, elle est primitive récursive. Donc, résultat ou conclusion, plus est primitive récursive par récursion à G et H. Exemple 3, on va prendre toujours la même fonction plus et on veut montrer qu'elle est récursive. Elle est récursive. Là, on va faire appel à la règle de minimisation. Pour rappel, la règle de minimisation s'écrit comme suit. G de x1, xn, y, tel que G de x1
et là, il faut que f, en remplaçant f dans le dernier argument de g, il faut que la fonction g soit égale à 0. Maintenant, on prend g, une fonction. Donc ici, l'idée, c'est de définir, de trouver une fonction qui est déjà primitive récursive et par la suite essayer d'inclure cette fonction f à l'intérieur de l'expression de g comme dernier argument pour obtenir la particularité g de xi égale à 0. Alors, si on prend g égale à lambda de x, y, z, qui est x plus y sur z plus 1, et on suppose qu'elle est récursive. Là, ce qu'on va faire, c'est que cette fonction-là, elle est définie sur n. Donc, il suffit de prendre, donc on cherche à annuler cette fonction-là. Où est-ce qu'elle s'annule? Elle s'annule quand le numérateur est plus petit que le dénominateur. Donc ici, il suffit de faire quoi? Il suffit de prendre la même, ici nous avons une x plus y sur z plus 1. Il suffit de prendre z égale à x plus y pour que cette quantité soit nulle. Donc si vous avez x plus y sur x plus y plus 1, c'est sûr que le dénominateur est plus grand que le numérateur. Et dans ce cas-là, ça nous donne 0. Donc, ici, si je prends f, si je remplace g de x, y, z tel que z égale à x plus y, donc ici, j'ai introduit ma fonction plus dans le dernier argument de g, ça me donne 0. Et donc là, on va dire que donc, la fonction plus vérifie la règle de minimisation. Donc, on va dire que la fonction plus est construite par minimisation à partir de g. Donc, si g est primitive, si g est récursive, systématiquement, plus est récursive. Et comme nous avons déjà supposé que g est récursive, donc la démonstration est faite. Maintenant, une dérivée, on va vous donner une autre définition d'une fonction primitive récursive. Alors, on peut dire qu'une fonction est primitive récursive ou récursive s'il existe une suite finie de fonctions f1, fn telle que fn est égal à f. Et pour chaque i appartenant allant de 1 à n, soit fi est une fonction de base, soit il a été déjà prouvé que fi est primitive récursive ou récursive, soit fi est définie à partir de certaines fonctions fi jusqu'à fi-1, c'est-à-dire les fonctions qui la précèdent, au moyen de la règle de composition ou de récursion ou de minimisation. Donc, la suite des fonctions f1, fn est appelée une dérivation primitive récursive, respectivement récursive de f. Donc ici, on va faire notre démonstration et nous allons essayer de construire notre fonction f à l'aide de petits fragments de fonctions qui vont représenter notre dérivation primitive récursive, telles que ces petites fonctions élémentaires sont toutes primitives récursives. Pourquoi? Soit elles sont des fonctions de base, soit elles ont été déjà prouvées, soit elles ont été définies à partir des fonctions qui les ont précédées à l'aide des règles de construction qu'on a vues précédemment. Donc, si on arrive à trouver cette liste de fonctions, on va dire que cette suite-là est une dérivation primitive récursive. Et donc, f est primitive récursive parce qu'on a pu lui associer une dérivation primitive récursive. Donc, là, c'est à travers un exemple que vous allez mieux comprendre cette notion. Donc, on va passer à un exemple illustratif. Donc, montrons que la fonction étoile d'arité 2 définie par étoile égale lambda xy point x étoile y est primitive récursive, puis donnons une dérivation primitive récursive de étoile.
Alors, on va utiliser la règle de récursion. L'arité de étoile est égale à 2, l'arité de G est égale à 1 et l'arité de H est égale à 3. On va remplacer dans l'expression, dans la première et la deuxième partie de la règle, étoile de x0 est égale à G de x, étoile de xy plus 1 est égale à H de x, étoile xy, y. Appliquons la règle, étoile de x0 est égale à x fois 0 qui donne 0. Maintenant, il faut faire attention, on cherche une fonction g d'arité 1. Comment va-t-on interpréter ce 0? Est-ce qu'on va dire que c'est la fonction z de base ou bien on va dire que c'est la fonction z1 de x? Comme ici, la règle dit que g doit être d'arité 1, donc il est plus judicieux de prendre ce 0, de considérer 0 comme étant z1 de x. Donc comme z1 c'est une fonction déjà prouvée, on va réutiliser ce résultat dans notre démonstration et on va dire qu'elle est primitive récursive. Maintenant la deuxième partie de la règle. Étoile de x, y plus 1 est égal à x fois y plus 1 est égal à, donc là, x fois y plus x. Et donc là, on fait apparaître le plus. Donc ici, c'est la somme de x, de étoile xy, x. Et là, j'ai obtenu 2 éléments parmi 3 de l'expression de h. Donc les arguments de h sont x, étoile xy et y. Là, du moment que j'ai eu une partie de ces arguments-là, je ne pourrai que introduire la projection qui va me régler ce problème, bien sûr en rajoutant ce qui manque et en réarrangeant l'ordre des arguments. Donc x, étoile xy, ce n'est rien d'autre que P de 3 de x étoile xy, y. Et x n'est rien d'autre que P13 de x étoile xy, y. Et donc, je garde le plus dehors. Et là, je vais juste réarranger l'écriture. Ça sera la composition de P23, P13 de, bien sûr, x étoile xy et y. Avec ça, je vais dire que G égale à Z1, qui est primitive récursive, car c'est une fonction déjà montrée. H est égal à plus rang P23, P13, qui est primitive récursive, car c'est une composition de fonctions primitives récursives, plus déjà montré, et P23, P13, fonction de base. Conclusion, étoile est construite par récursion à partir de deux fonctions primitives récursives, qui sont G et H, et donc étoile est primitive récursive. Dérivation primitive récursive pour cette fonction étoile. Donc, on a fait la démonstration. On va prendre l'ensemble des fonctions qui ont participé à la démonstration. On va les énumérer dans une liste et ça sera ça, la dérivation primitive récursive de la fonction étoile. Donc, je commence par la première fonction qui est Z1. Z1, la fonction G, et F1, ça sera Z1, qui est une fonction primitive récursive d'arité. F2, ça sera le plus. Le plus aussi, c'est une fonction primitive récursive, déjà montrée, l'arité 2. Le F3, c'est P de 3, c'est la fonction de base. Pourquoi P de 3? C'est une fonction qui a fait partie de la démonstration, donc elle fait partie de l'expression de H. Donc on est en train de décortiquer la démonstration en faisant apparaître ces fonctions élémentaires dans l'ordre. Ensuite, vous avez F4, P13. Donc, l'ordre, parfois, il est important, parfois, il n'est pas important. Là, j'aurais pu prendre F4 égale à P de 3 et F3 égale à P13. Donc là, l'ordre ne change pas. Par contre, la fonction F5, il faut qu'elle soit définie après avoir défini F2 jusqu'à F4 parce qu'elle est écrite en fonction de ces fonctions-là. Donc, F5, c'est F2, rang F3, F4, la composition appliquée à ces fonctions-là qu'on a vu précédemment. Et donc, le F5, ça sera l'équivalent de notre fonction H. F1, c'est notre fonction G. F6, ça sera étoile, qui est primitive récursive, appliquée, c'est-à-dire issue de la récursion appliquée à F1 et F5. Et donc, en conclusion,
la suite de fonctions f1 jusqu'à f6 est une dérivation primitive récursive de la fonction étoile. À présent, nous allons étudier la récursivité des fonctions de NP vers NQ. Donc, nous pouvons étendre les notions de fonctions primitives récursives et de fonctions récursives aux fonctions qui vont de NP vers NQ. Et pour cela, nous allons décomposer cette fonction-là de la forme suivante. Donc, une fonction grand F qui va de NP vers NQ, elle s'écrit comme x1, xp, auquel on leur associe y1, yq, tels que ces yi sont considérés comme des fonctions, donc fi. Donc, chacune de ces fonctions-là est obtenue par une projection. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va projeter la ième fonction par rapport à q, donc le nombre total des images, rang f. Et avec ça, on obtient les fonctions qu'on a l'habitude de voir, donc qui sont définies de NP vers N. Et pour cela, on va dire que grand F est primitive récursive, respectivement récursive, si seulement si toutes les fonctions de projection FI, PI rang F, telles que I est compris entre 1 et Q, sont primitives récursives, respectivement récursives. Donc ici, il suffit de démontrer que toutes ces images-là, toutes ces fonctions-là, qui représentent les yi sont primitives récursives. Si c'est le cas, on va dire que la grande fonction f est primitive récursive. Donc, tout cela sera plus clair avec un exemple qu'on prendra tout de suite. Donc, montrons que la fonction grand F est définie plutôt comme suit, est primitive récursive. Donc, grand F est défini de N2 vers N2. À xy, elle leur associe deux fonctions élémentaires qui sont f plus y, plutôt x plus y, x étoile y. Donc, maintenant, quelle est la démarche à suivre pour montrer que cette fonction grand F est primitive récursive? Il suffit de faire les projections. Donc, projeter sur le premier élément qui nous donne x plus y et démontrer que cette fonction est primitive récursive. Ensuite, projeter sur le deuxième élément qui est x étoile y et faire la démonstration de la même manière. Alors, f1, c'est la fonction définie par Pn2 de x plus y, x étoile y. Donc, f1, c'est la projection du premier élément parmi x plus y, x étoile y. Donc, le plus étant une fonction déjà prouvée, donc elle est primitive récursive, pas la peine de refaire la démonstration. Donc, c'est fait pour la première fonction, la première projection. Il nous reste à projeter le deuxième élément qui nous donne f2. Donc, f2, ça sera la projection P22 rang F, et dans ce cas-là, ça donne étoile, et étoile, comme on a fait la démonstration de cette fonction, elle est primitive récursive, donc on pourra réutiliser le résultat, pas besoin de refaire la démonstration. Et là, du moment que F1 et F2, toutes les projections de la fonction grand F sont primitives récursives, donc on va dire que grand F est primitive récursive. Maintenant, si on vous donne dans la liste de ces fonctions-là, FI, des fonctions qui n'ont pas été déjà prouvées, il suffit de faire la preuve ou la démonstration à part. Et une fois que c'est fait, on pourra dire que grand F est primitive récursive. On passe maintenant à la récursivité sur les ensembles et les relations. On commence par les ensembles. Donc, d'abord, on doit définir ce que c'est qu'une fonction caractéristique d'un ensemble. Alors, soit A, un sous-ensemble de NP, nous appelons fonction caractéristique de A par rapport à NP, notée quart de A, la fonction qui va de NP vers 0,1. Donc, c'est une fonction dont les images sont soit 0, soit 1. Et bien sûr, là, elle prend l'ensemble des arguments dans l'ensemble A. Donc, dans le sous-ensemble de NP qui est A. Donc, A grand X, qui est composé là de XA jusqu'à XP, elle associe
1 si grand X appartient à A, et elle associe 0 si X n'appartient pas à A. Donc, elle nous renseigne sur l'appartenance de X à cet ensemble-là. Donc, elle caractérise tous les éléments qui appartiennent à A. Pour eux, la fonction caractéristique, elle prend 1. Et tous les éléments qui n'appartiennent pas à l'ensemble, la fonction caractéristique nous donne 0. Alors, une autre définition, ensemble récursif. Donc, on a donné la définition de la fonction caractéristique. Maintenant, c'est quoi un ensemble récursif? Un ensemble récursif est dit récursif respectivement primitif récursif si sa fonction caractéristique est récursive respectivement primitive récursive. Donc, tout se travaille sur la fonction caractéristique. Vous avez un ensemble, vous définissez sa fonction caractéristique et par la suite, vous faites la preuve sur la fonction caractéristique. Si c'est primitive récursive, on pourra dire que l'ensemble est primitive récursive. Maintenant, un ensemble est décidable. Quand est-ce qu'un ensemble est dit décidable? Il est dit décidable. Plutôt d'abord la définition. Un ensemble A est décidable si nous pouvons décider, quel que soit X appartenant à MP, si X appartient à A ou X n'appartient pas à A. Donc, on pourra tout le temps donner une réponse, soit positive, soit négative. Alors, quelle est la relation entre un ensemble décidable et un ensemble récursif? Elle est donnée par cette proposition. Si A est un ensemble récursif, alors A est un ensemble décidable. Donc, si on vous demande de démontrer qu'un ensemble est décidable, il suffit de démontrer qu'il est récursif. Et pour démontrer que l'ensemble est récursif, on démontre que la fonction caractéristique est récursive. Voici la démarche à suivre. Exemple. Maintenant, on vous donne un exemple sur les ensembles. La récursivité sur les ensembles. Soit E1 et E2, deux sous-ensembles primitifs récursifs. Donc, ça, c'est l'hypothèse de l'exemple. Montrons que l'ensemble E1 inter E2 est décidable. C'est-à-dire que là, on veut montrer que l'intersection de deux ensembles qui sont déjà primitifs récursifs est décidable. Souvenez-vous, la proposition dit que un ensemble est décidable s'il est récursif. Et il est récursif si sa fonction caractéristique est récursive. Donc si E1 inter E2 est récursif, alors E1 inter E2 est décidable. Et par la suite, on va revenir à la récursivité de E1 inter E2. Donc, on va passer à la fonction caractéristique. On va utiliser la règle de composition. Donc, car de E1 inter E2. On va juste l'écrire et essayer de développer par la suite son écriture de telle sorte à tomber sur quelque chose qu'on connaît déjà ou qu'on pourra considérer comme primitif récursif. Alors, là, c'est égal à 1 si X appartient à E1 inter E2, c'est 0 si X n'appartient pas à E1 inter E2. Là, on n'a fait qu'écrire la fonction caractéristique de cet ensemble-là. Par la suite, si X appartient à E1 inter E2, ça veut dire qu'il appartient aux deux en même temps. Et s'il n'appartient pas à leur intersection, dans les expressions booléennes, c'est équivalent à dire X n'appartient pas à E1 ou bien, or, X n'appartient pas à E2. Donc, pour développer encore cette écriture, donc si X appartient à E1, qu'est-ce qu'on va dire? X appartient à E1 veut dire que sa fonction caractéristique est égale à 1, parce que X appartient à E1. Et quand X n'appartient pas à E2, on va dire que sa fonction caractéristique est égale à 0. Donc, chaque fois qu'on a l'appartenance, on a la fonction caractéristique égale à 1. La non-appartenance, c'est équivalent à 0. Donc, on a remplacé l'expression précédente par la valeur de la fonction caractéristique et on a gardé bien sûr l'expression booléenne. Maintenant, si on a la quart de E1 égale à 1 et quart de E2 est égal à 1, quart de E1 égale à 0 ou quart de E2 égale à 0. C'est équivalent à dire que le produit de quart de E1 et quart de E2 est égal à 1.
Et là, c'est équivalent à dire que leur produit est égal à 0. Si les deux valeurs sont égales à 1, ça veut dire que leur produit est égal à 1. Et si l'une des valeurs est égale à 0, le produit est égal à 0. Et du moment que là, la fonction caractéristique de E1 inter E2, elle prend exactement les mêmes valeurs. Donc là, c'est 1 quand le produit est égal à 1, c'est 0 quand le produit est égal à 0. Elle prend exactement les mêmes valeurs du produit. Donc on pourra dire que c'est carrément le produit de E1, quart de E1, quart de E2. Et donc là, on a pu écrire une composition qui est étoile, rang, quart de E1, quart de E2, qui sont, ces trois fonctions sont primitives récursives. Pourquoi? Parce que étoile déjà prouvé, quart de E1 et quart de E2 sont primitives récursives parce que c'est les deux sous-ensembles E1, E2 sont primitifs récursifs. Ça sous-entend que leur fonction caractéristique est primitive récursive. Conclusion, c'est une composition de fonctions primitives récursives. L'intersection est primitif récursif et donc E1 inter E2 est décidable. Alors maintenant, on va passer à une autre définition qui est l'ensemble effectivement énumérable. Alors, un ensemble A est dit effectivement énumérable si et seulement si il existe une fonction f récursive telle que l'ensemble des images de f est l'ensemble A lui-même. C'est-à-dire, les images de cette fonction-là vont nous énumérer les éléments de cet ensemble-là. Voilà ce que signifie cette définition. Donc, comme exemple, si on prend l'ensemble n étoile, donc l'ensemble des entiers naturels non nuls, il est effectivement énumérable. Est-ce qu'il est effectivement énumérable? Donc, on va essayer de trouver une fonction qui va nous énumérer ces éléments-là, c'est-à-dire que une fonction dont les images sont égales à l'ensemble n étoiles. Donc, si on considère le successeur S, qui va de n vers n, à x lui associe x plus 1. Alors, les valeurs que prend le successeur, elles se situent où? Elles se situent dans n étoiles. Pourquoi? Parce que si je donne la plus petite valeur, 0, c'est le successeur c'est 1, le successeur de 1 c'est 2. Donc, et là, c'est les images du successeur sont 1, 2, 3, 4, etc. Et ça, ce n'est rien d'autre que l'ensemble n étoiles. Et donc, on va dire que n étoile est effectivement énumérable. Pourquoi? Parce qu'on a pu lui associer une fonction récursive dont les images sont égales à l'ensemble lui-même. Maintenant, on passe à la récursivité sur les relations. Alors, de la même manière, on définit la fonction caractéristique d'une relation, comme pour les ensembles, de la manière suivante. Donc, soit R une relation définie sur l'ensemble NP, nous appelons fonction caractéristique de R par rapport à NP, notée quart de R, la fonction quart de R qui va de NP vers 0,1 à X, on lui associe 1 si X vérifie la relation R, 0 si X ne vérifie pas la relation R. R, ça peut être n'importe quelle relation, supérieure, inférieure, etc. Donc, tout dépend de la relation. Le nombre d'arguments, il dépend de la relation. Par exemple, si je prends l'égalité, la relation R, ça sera une relation binaire, c'est-à-dire X, Y. On va vérifier si X est égal à Y. La fonction caractéristique de égal est égale à 1. Si X est différent de Y, la fonction caractéristique prend la valeur 0. Alors, une relation récursive. Qu'est-ce que c'est qu'une relation récursive? Alors, une relation R est dite récursive, respectivement récursive, si sa fonction caractéristique est récursive, respectivement primitive récursive. Donc là, si on nous donne une relation et qu'on nous demande de montrer qu'elle est récursive, il suffit de travailler sur sa fonction caractéristique et faire la démonstration là-dessus. Un exemple illustratif qui va vous montrer comment faire la démonstration, donc en utilisant la fonction caractéristique d'une relation.
Donc, soit deux relations binaires primitives récursives, R et S, définies sur les entiers naturels. Montrez que la relation R et S, alors que ce chapeau-là représente le et logique, R et S, est primitive récursive. Donc là, pour ce faire, il suffit de montrer que la fonction caractéristique car de R inter S est primitive récursive. Alors, il faut l'écrire d'abord. Car de R inter S est égal à 1 si x, y vérifie R inter S, 0 si x, y ne vérifie pas R inter S. Maintenant, de la même manière que tout à l'heure, on profite du fait qu'on a le et ici, on pourra éclater l'expression en deux. Donc ici, il suffit de dire x, y vérifie R et x, y vérifie S. Et même chose pour la deuxième partie, la négation. Et là, on introduit bien sûr la fonction caractéristique parce que si vous dites que x, y vérifie R, ça signifie que car de R, x, y est égal à 1. Et si vous dites que x, y ne vérifie pas R, ça sera leur fonction caractéristique qui est égale à 0. Même chose pour S. Donc, voilà l'écriture obtenue. Et à partir de là, on va utiliser la même idée de tout à l'heure pour les ensembles. Et on va utiliser la multiplication. Parce que vous avez une quantité qui est égale à 1 et une quantité égale à 1. Leur produit est égal à 1. Si on a quelque chose qui est égal à 0 ou quelque chose égal à 0, leur produit est égal à 0. Et là, on remarque aussi que la fonction caractéristique de l'intersection de ces deux relations est égale à 1 quand le produit est égal à 1, elle est égale à 0 quand le produit est égal à 0. Elle prend les mêmes valeurs que ce produit-là. Et on pourra dire que c'est carrément étoile, rang, quart de R, virgule, quart de S. Et donc là, ce qu'on a obtenu, c'est une composition de fonctions primitives récursives qui sont étoile, quart de R, quart de S. Pourquoi? Parce que c'est des fonctions qui sont supposées primitives récursives. Leurs relations sont primitives récursives. Et donc, la relation R inter S est, à son tour, primitive récursive.